Première femme à accéder à la haute direction d'Hydro-Québec, Rita Dionne Marcelet fait son entrée en politique comme trésorière du Parti québécois. Élue députée de Rosemont en 1994, elle dirige différents ministères dans les gouvernements Parizeau, Bouchard et Landry. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Madame Dionne Marcelet. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Merci. En 1994, quand vous êtes devenu candidat du Parti québécois dans Rosemont pour les élections, avez-vous déjà milité dans un parti politique avant ça? C'est-à-dire qu'on m'avait approché en 93, je pense. J'étais chez Pricewaterhouse à ce moment-là. Et donc, c'est M. Landry encore qui m'avait approché. Puis il m'avait dit, moi, j'ai dit, je connais personne. Moi, je n'ai jamais fait de politique de ma vie. Et il m'avait dit, bien, tu pourrais commencer comme trésorière du parti. On a besoin d'une, bon, blablabla. J'ai dit, bon, OK, ça, je peux faire ça. Je sais faire ça. Alors, je me suis présentée au congrès suivant là, comme trésorière et j'ai été élue. Et là, j'ai fait partie de l'exécutif, évidemment. Et là, j'ai observé comment ça fonctionnait. Puis, j'ai trouvé ça fascinant, combien les choses simples étaient compliquées. À l'observation, là, il y avait toutes sortes de choses bizarres qui, pour quelqu'un qui vient de l'industrie, c'est comme assez évident, là, c'est simple, là. Mais c'était bien compliqué. Parce qu'en politique, hein, il y a le comment on fait quelque chose, puis il y a le résultat. Alors qu'en affaires, c'est le résultat qui compte. Le comment, ça n'a pas beaucoup d'importance, en autant que tu respectes les lois et les règlements. Alors, c'est un changement de point de vue là, assez violent. Et d'ailleurs, souvent, à l'exécutif, je désarmais mes collègues en disant, ben oui, mais si on fait ça, c'est ça. Alors, pourquoi on ne fait pas ça? On gagnerait, tu sais. Puis les gens faisaient toujours le saut en disant, ben là, oui, c'est vrai, tu sais. Quand est-ce que vous êtes devenu péquiste ou souverainiste? Ah, Est-ce OK. que c'était une longue... C'est à New York. C'est à New York. Ah oui? C'est à New York, oui. Oh. À New York, je suis devenue souverainiste à New York quand j'ai rencontré les représentants du Canada et puis les autres provinces et leur manière de traiter le Québec, leur manière de parler du Québec. Et ça m'a... j'avais l'impression d'être dans un autre siècle quand je leur parlais. Moi, je suis née en 1947, j'ai été élevée au Québec, j'ai étudié un bout de temps, j'ai fait un stage d'études en Europe, j'ai travaillé aux États-Unis. J'arrive là et puis j'entends des gens qui parlent du Québec avec comme on était dans les années 40. C'est pas le Québec que je connais, moi. Les artistes que je connais, les gens d'affaires que je connais, les entreprises que je connais. Bon, évidemment, la condition des femmes est pareille, bien sûr, dans le milieu du travail, mais pour le reste, c'est pas cette description du Québec borné et religieux, là, que j'entendais, c'était pas ce que j'avais vécu et ce que je vivais. Alors, à force de discuter avec les gens, puis de parler du Québec, à un moment donné, je leur ouvrais les yeux un peu. Et la question que tout le monde me posait, comment ça se fait que tu parles anglais? Coudonc, on est au Canada, puis le Québec est une province de langue française, mais elle n'est pas isolée. Elle a des relations avec le reste du monde. Des relations avec la France en français, des relations avec l'Angleterre en anglais, des relations avec d'autres pays dans leur langue ou dans la langue lingua franca probablement, là, qui est l'anglais aujourd'hui. Mais alors, tous ces préjugés contre le Québec, ce préjugé qui était traduit dans la presse anglo-saxonne canadienne, ça me frustrait. Puis, dans la dynamique que je vivais à New York comme déléguée générale, c'est ça que je ressentais. T'sais? Comme quoi, le Québec, pas moi, le Québec, était toujours en porte-à-faux.
Et c'est pour ça que j'ai mis tant d'efforts à établir des relations avec les Canadiens à New York et avec les Américains, les deux de front tout le temps. Parce que c'est le porte-voix, les anglophones à New York, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les entreprises, c'est eux qui parlent du Québec. C'est ça que les Américains entendent. Alors, ça ne peut pas faire autrement que de nous traiter que de penser qu'on est des gens un peu arriérés, ce qui n'était pas ce que moi j'avais vécu. Et là, je me suis dit, il n'y a rien à faire avec ça, là. On n'a pas besoin de ça, là. Tu sais, on serait un étranger qui nous traiterait comme un étranger. On l'est de toute façon. Alors, et c'est comme ça que je suis devenue souverainiste. Et quand je suis revenue, je suis allée à Toronto. J'ai eu un contrat à Toronto pendant 2 ans, 3 ans même. Et là, je me suis dit, il faut que je comprenne la pensée torontoise, là. Et là, j'ai côtoyé évidemment beaucoup de Torontois et de gens des autres provinces, parce que je m'occupais d'un dossier pan-canadien. Et là, j'ai réalisé qu'on avait, pour le reste du Canada, on était une autre population, comme les Ukrainiens, comme les Polonais, comme les Pakistanais, comme les Indiens à Toronto. On faisait partie d'une ethnie, en gros. C'est comme ça que je percevais ça. Puis là, après ces 2 années-là, je suis revenue au Québec. J'ai dit non, nous, là, on n'a pas d'avenir là-dedans. Il faut qu'on vole de nos propres ailes parce qu'on est étouffé dans une dynamique qui ne nous rend pas justice. Et parce qu'on est petit, les gens ne s'intéressent pas à nous. Alors qu'on a beaucoup à profiter et à donner aussi. Alors, c'est là que j'ai décidé que je deviendrais, j'ai décidé que j'étais souverainiste. Et puis, j'ai fait une entrevue à la télévision anglaise, à CTV, à un moment donné. Puis le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone de M. Landry qui me dit « Je veux vous voir ». Alors, je vais le voir et qui me dit « Pourquoi vous venez pas travailler avec nous, Rita? » Puis là, j'ai dit « Bien, je pense que je suis prête. » Et d'abord, j'ai dit, je vais trouver une femme. Je vais vous en trouver une femme pour faire ce que vous voulez faire en politique. Et là, j'ai cherché partout. Puis toutes les filles à qui je demandais me disaient, mais coudonc, pourquoi tu y vas pas, toi? Pourquoi tu te présentes pas en politique? Je disais, mais non, moi, je connais la politique, je connais pas ça. Vous autres, vous faites ci, vous autres... Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai, dans le fond, pourquoi je le ferais pas? Il faut bien donner un peu à son pays ce qu'on a eu. Et là, j'ai décidé c'est là, j'ai rappelé M. Landry, j'ai dit, d'accord, je vais me présenter. Mais là, il faut que je trouve où. Puis là, je n'étais pas pour me trouver à l'autre bout du monde. Là. Je dis, moi, je suis une fille de Montréal. Envoyez-moi pas dans une banlieue, dans une région rurale. Là. Je ne connais pas ça. Et puis là, on a regardé. Et finalement, c'est moi qui ai choisi Rosemont. Et je me souviens, parce que le chef de cabinet de M. Parizeau m'avait dit, Rosemont, c'est un comté difficile, c'est les libéraux qui l'ont. J'ai dit oui, mais tu sais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, j'ai dit, je vais me présenter, puis moi, je pense que je suis capable de gagner. Je vais travailler fort. Puis là, les gens de Rosemont m'ont passé en entrevue, puis on a discuté, puis j'ai décidé de me présenter là. Mais vu que c'était comme un château fort libéral depuis au moins 2 élections, là, comment est-ce qu'on arrive à gagner? Bien, on travaille. Non, moi, j'ai pas... peut-être c'est par ignorance politique, je ne le sais pas, mais j'ai toujours abordé ces questions-là de front. Tu sais, quand c'est quelque chose où je suis convaincue que je peux faire une différence, je m'implique. Et je me passionne pour ce que je fais. Parce que je trouvais ça bien loin, Rosemont. Hein. Moi, je n'étais jamais allée au-delà de la rue Saint-Denis. C'est vrai. La première fois qu'ils me donnent rendez-vous, je dis, comment je me rends là? Puis là, ils ont dit, tu prends le boulevard Saint-Joseph jusqu'au bout. Blablabla. Alors, j'ai fait ça. Puis à chaque fois, ça commençait à être moins loin. Puis d'ailleurs, j'habitais Ville-Mont-Royal à ce moment-là. Puis je me promenais en Mercedes. Oh. Je me souviens encore de ça. Mon mari m'a dit, Rita, on va voir, tu changes d'auto. Ben, j'ai dit, pourquoi? Ben, pas sûr que les gens vont aimer bien ça. Alors, bon, ben, on verra, tu sais. Puis finalement, j'ai changé d'auto, évidemment. Mais j'ai fait ma campagne électorale et puis j'ai... Sur quel enjeu?
J'avais juste une promesse. J'ai fait juste une promesse, revitaliser le quartier. Rosemont, à cette époque-là, on parle de 92, 13, 14, là, c'était la misère d'Hochelaga-Maisonneuve montait. Et moi, j'ai dit, quand je vais quitter la vie politique, Rosemont va être un comté bourgeois, confortable. Parce que c'était un des plus vieux comtés du Québec, hein, en 93. Et il y avait tous ces Shop Angus-là là, qui étaient perdus. Et là, je me disais, il faut qu'on fasse quelque chose. La seule promesse que j'ai faite, c'est de revitaliser le site Angus. Et puis là, je me suis impliquée avec eux parce que moi, j'avais quand même, venant du milieu des affaires, j'avais beaucoup de contacts de gens qui... Je pouvais ouvrir des portes parce que quand je téléphonais aux gens, ils prenaient mes appels. Et alors, j'ai travaillé beaucoup avec le milieu qui voulait ça, cette revitalisation-là. Puis on ne voulait pas faire juste des maisons, on voulait qu'il y ait un développement, on appelait ça industriel de troisième génération, pas de l'industrie lourde comme avant, pas les locomotives. Ça a quand même été la dernière locomotive et la première locomotive en stainless steel, en acier inoxydable, qui est sortie de là, des Shop Angus. Suite à ces élections-là, le gouvernement a investi beaucoup d'énergie dans la préparation du référendum l'année suivante. Est-ce que vous trouviez que l'année suivante déjà était un bon moment pour faire un référendum? Ah oui. Oui? Ah oui. On avait le vent dans les voiles, on avait une fierté retrouvée, on avait une ambition. Et on avait un chef qui était M. Parizeau, déterminé et compétent. Et encore aujourd'hui, moi, je suis persuadée que nous avons été trompés par le fédéral et le reste du Canada. Et je pense qu'une des grandes déceptions de M. Parizeau, ça a été que c'était pas un, comme vous dites en anglais, level playing field. Parce que je vais vous conter une anecdote et vous allez comprendre mon point de vue. Moi, j'ai des nièces qui habitent l'Ontario et qui étaient aux études à ce moment-là, à Queen's et puis à U of T. Et puis, à un moment donné, je reçois un téléphone le jour de la grande manifestation. Et ma nièce me dit « Allô, ma tante, je suis à Montréal. Qu'est-ce que tu fais là? » Ben, elle dit « L'université nous a offert des billets d'avion pour venir à Montréal pour la journée, pour manifester pour le Canada. » J'ai dit « Ah ouais? » J'ai dit « Vous êtes combien? » Ben, je ne sais pas. Nous autres, on avait un avion, puis telle autre université, je me trouve. Ah bon? Alors, et comme on dit, le reste, c'est de l'histoire, mais il y en a beaucoup qui ont fait ça. Puis ces dépenses-là n'ont jamais été comptabilisées, elles n'ont jamais été confirmées, même si on les a vues, on les connaît. Et je pense que c'est ce manque d'éthique-là qui a déçu M. Parizeau. Le fait de ne pouvoir rien dire sans faire une révolte, en fait. C'est un peu ça, là, la réalité. Alors, on s'est tu parce qu'on n'avait pas de moyens légaux pour contester ça. Sauf la loi québécoise sur le référendum. Oui, oui. Mais la loi québécoise, est-ce qu'elle est respectée par... C'est gros hein, de ne pas faire respecter la loi québécoise par les autres provinces et par le fédéral. Puis même Chrétien, il l'a dit, Jean Chrétien, il l'a dit à un moment donné, c'était la guerre dans sa tête. Donc, il a pris des mesures de guerre. Mais c'était épouvantable de dire ça et de faire ça pour la démocratie. Moi, ça m'a heurtée, là. Et je ne suis pas une passionnée des confrontations fédérales-provinciales. Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes voisins de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Mais j'ai trouvé ça odieux. Et j'ai compris la réaction de M. Parizeau. Je suis peut-être pas la seule, mais j'ai eu l'impression que j'étais la seule à lire comme lui ce qui s'était passé, puis dire, bon, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire si on ne respecte pas les règles du jeu et les lois. Parce que c'est ça qui s'est passé. Et ça, moi, ça m'a... Si j'avais été révolutionnaire, là, je pense que j'aurais pris la révolution. Mais comme
Je ne suis pas révolutionnaire. Je pourrais le devenir facilement, je pense, mais je ne le suis pas. Mais la défaite a dû être, pour vous, Ah, crève-cœur. moi, ça a été pas crève-cœur, ça a été un scandale. Pour moi, là, perdre ça alors qu'on savait très bien qu'on avait gagné. Et ça a été un scandale. Puis j'étais malheureuse pour tout le monde qui s'était investi là-dedans, qui avait cru aux règles du jeu et qui s'était fait tromper. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'éthique, puis ces choses-là, là, ça me révolte. Et vous dites, vous avez compris, Jacques Parizeau, mais le Québec et le Parti québécois est toujours en train de vivre avec le résultat de ces déclarations à la fin du référendum. Là. Oui, oui, mais il disait exactement, il disait la vérité. C'est ça qui est terrible à dire. Il disait la vérité, il l'a dit froidement, il savait ce qu'il disait, et le lendemain, quand il a quitté, puis il savait qu'il quitterait, ça c'était clair. Alors, à mon avis, il n'y avait plus rien. Pour lui, c'était l'œuvre de sa vie, il n'y avait plus rien à perdre. Il a dit, bon, ben voilà, on s'est fait tromper, on s'est fait abuser. Puis le lendemain, moi, je pars. Tu sais, moi, je le comprenais très bien parce que j'étais pas loin de faire la même chose. Mais évidemment, ma réaction à moi, ça a été, on va se battre, là, c'est pas vrai, là. Mais j'aurais aimé qu'on aille plus loin dans la poursuite de l'explication de ce référendum-là, qu'on sorte des données, mais on ne les contrôle pas. Puis les chiffres, les données fédérales ne nous permettent pas non plus. C'est tout un travail de détail, là. Alors, s'occuper d'une province qui vient de manger une gifle, puis aller faire ta documentation, là, c'est quelque chose. Je pense qu'on était un petit peu... on était tous un peu émotivement ébranlés, déçus. Puis on avait cette attitude au Québec de chercher le sauveur. Et puis M. Bouchard est arrivé, puis ça a été le sauveur. Pas pour longtemps, là, mais... Et c'est une façon facile de dire, bon, ben, tu sais... Oui, parlant de ça, vous étiez au Conseil des ministres, ministre délégué au tourisme, responsable de la régie des installations olympiques. Et avec la démission de Marie Maillavoie, vous êtes devenu aussi ministre de la Culture et de la Communication et responsable de la langue française. Et ces mandats furent tous marqués par des controverses. Est-ce que vous les regrettez ou est-ce que c'était... Non? Bien, écoutez, je regrette la culture, mais je n'ai pas eu le choix. Quand M. Parizeau m'a demandé ça, ça a pris une journée avant qu'on était en Conseil des ministres, fait sortir, entrer, sortir, entrer. Moi, je ne voulais pas accepter ça. Alors, j'ai dit, je ne pouvais pas accepter ça, et M. Parizeau m'a demandé avec le ton de « tu ne peux pas dire non », là. Alors, après avoir dit oui, mais je veux garder le tourisme, parce que le tourisme, c'était un ministère, un, que j'aimais, deux, j'avais des projets, j'étais après écrire une politique. Et puis, ma lecture de la culture, c'était un manque de financement, puis un manque d'attrait. Tu sais, la culture au Québec, là, il y en a deux. Il y a la culture, notre culture, puis il y a la culture de l'élite. Les arts visuels, les arts de la scène. Les musées. Et j'avais demandé de garder le ministère du Tourisme, et ma théorie était la suivante. Puis après une réflexion, il a dit oui, d'accord, après quelques heures, là, on s'est reparlé. Et j'ai dit, c'est parce que la culture n'a pas d'argent pour se faire connaître et se faire apprécier. Or, le tourisme, qu'est-ce qu'on a à vendre en tourisme? C'est la nature, la culture, puis l'aventure. Donc, le volet culture, quand on dit ça à un artiste, on vend la culture. Mais oui, on a une culture à vendre au Québec qui est innovatrice, excellente, qu'on pense au ballet, qu'on pense aux arts visuels. On a une culture extraordinaire, mais il faut la faire connaître. Et ça prend des sous. Et les artistes n'ont pas de sous. Et moi, c'était ça mon objectif. C'est pour ça que je voulais garder le tourisme, pour avoir des sous, pour dire, dans notre publicité, là, on va faire... Bon, l'aventure, la nature,
Puis la culture, puis c'est pas le folklore. Dans ma tête, c'était pas le folklore. Non. C'était ce qui fait qu'on est Québécois. C'est notre passion pour la vie et comment elle est exprimée, comment elle est vécue, plus nos créateurs, tu sais. Alors, et ça, ça a été... M. Parizeau, elle a très bien compris quand j'ai expliqué, puis qu'il m'a dit oui. Mais le président de l'Union des artistes l'a très mal compris, lui. Serge Turgeon voulait rien savoir. Ça, il m'avait dit, on veut un ministre à temps plein. Puis je me souviens, je lui avais dit, Monsieur Turgeon, un ministre à temps plein qui n'a pas d'argent, pensez pas que c'est moins bon qu'un ministre qui a d'autres, qui est peut-être pas à temps plein, mais qui a des fonds. Réfléchissez, là. Et il m'avait dit, Mme Marsollet, on mérite un ministre à temps plein. Mais, Alors, ça a été, je suis partie là, comme ça. Alors, je savais que c'était... moi, je suis pas patiente. Quand je sens que les gens comprennent pas ce que je veux dire, puis j'ai beau l'expliquer, moi, je me battrai pas contre des moulins à vent. C'est pas mon genre. Puis la culture, ça parle fort, hein? C'est évidemment par la force des choses. C'est des gens émotifs, c'est des gens qui s'expriment facilement. Alors, je me suis pas battue pour ça. Mais dans tous ces postes, toutes ces positions que vous avez accomplies, là, vous étiez ministre délégué. Oui. Est-ce que c'est frustrant de toujours être ministre délégué? Je vous dirais que ça dépend du ministre en titre. Moi, j'ai jamais senti d'inconfort là-dessus. Puis peut-être parce que je viens de l'industrie, puis je veux dire, tu n'es jamais le grand patron à moins d'être président. Et encore, tu sais, tu as un conseil d'administration. Donc, M. Landry, qui a été mon ministre en titre, m'avait dit, Rita, tu es responsable de ton dossier. J'ai jamais... S'il y avait une affaire, je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois où j'ai dû donner des explications sur quelque chose que je voulais faire. C'est pas compliqué. Après ça, ça a été, je pense... ça a toujours été M. Landry, je pense. Mais de l'extérieur, est-ce que vous avez trouvé qu'un ministre délégué a le même respect de... Oh non, non, mais ça ne me dérangeait pas. Moi, j'ai pas de complexe à ce niveau-là. J'ai pas besoin de... Comment je vous dis? La notoriété, là, ça n'a jamais été mon problème. Parce que j'ai pas... évidemment, c'est facile pour des gens de diminuer ce titre-là, mais pour moi, ça n'avait pas d'importance. J'avais les mêmes moyens, j'avais la même... puis j'avais... Quand on vient de l'industrie, on est habitué de travailler en équipe. Donc, que ce soit le ministre en titre, là, puis des délégués en dessous, là, à partir du moment où on a la liberté d'action, le budget et les mêmes conditions que tout le monde, un titre, c'est un titre. C'est pas comme dans une entreprise où tu es vice-président adjoint et vice-président. C'est pas pareil, là. Ouais. Je ne fais pas la job, là, quand tu es vice-président adjoint. Tu fais la job, mais tu n'as pas l'autorité. Quand tu es ministre délégué, tu l'as l'autorité. Et si il y a une divergence d'opinion, tu peux discuter avec ton... C'est pas vraiment ton patron, c'est ta structure hiérarchique. C'est comme dans une entreprise, finalement, tu sais. La seule différence, c'est qu'un conseil d'administration, quand tu es président, tu as un conseil d'administration, il faut que tu expliques des affaires s'ils ne comprennent pas. C'est pareil. Alors, pour moi, ça n'a jamais été un enjeu, ça. Je sais qu'il y a, surtout chez les anglophones, junior minister, là, ça me faisait bien rire. Parce que, dans le fond, c'est vrai. Je n'étais jamais en politique, donc c'est sûr que j'étais junior. Puis c'est pour ça que moi, ça m'a pas... Ça m'a pas affectée. On vous a nommé ministre du Revenu et à un moment donné, vous avez démissionné parce que le ministère avait partagé des données très privées, confidentielles des gens, des Québécois avec une compagnie de sondage. Pourquoi est-ce que c'était vous, la ministre, qui a dû partir et pas quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose? Ça a été très dur pour moi parce que moi, j'avais demandé à la sous-ministre de ne rien faire avant que j'ai signé la requête pour le sondage. Et elle avait dit oui, bon, mais elle n'a pas donné suite. Elle a permis aux sondeurs qui étaient à l'Université Laval de démarrer les sondages. Et quand le rapport de la commission de l'information est arrivé,
j'ai dit, comment ça se fait que c'est arrivé, ça? Et là, je suis allée au bureau du premier ministre et on a discuté de ça beaucoup avec le chef de cabinet. Après ça, j'ai été voir M. Bouchard. Et j'ai dit, bien, l'erreur, là, elle a été faite par la sous-ministre, là. Moi, je la mets dehors. Et la réponse que j'ai eue à ce moment-là, ça a été, tu ne peux pas te mettre à dos un ministère. Et là, ça m'a offusqué de me faire dire ça. Alors, j'ai dit, si je démissionne, elle va démissionner. Ils ont dit oui. Bon, ben, j'ai dit, moi, je démissionne. Parce que cette sous-ministre-là, là, c'est un danger public, ça, pour nous, pour un ministre. Alors, moi, je ne travaillerai pas comme ça, c'est pas vrai, là. Et donc, j'ai démissionné. Puis là, j'ai vu M. Bouchard, on s'est expliqué, puis c'est la typique chose. Bon, oui, puis dans un mois, bon, on sait ce que c'est. Alors, j'ai démissionné. Puis quand je suis revenue au ministère, la sous-ministre est venue me dire que je n'aurais jamais dû démissionner. Et là, je me souviens très bien de lui avoir dit, bien là, j'imagine que vous allez faire pareil. Et elle m'a répondu, non, je me retire. Moi, ces choses-là, ça me révolte. Alors, j'ai même failli quitter la vie politique à ce moment-là. Puis après ça, je me suis dit, non, ça, c'est niaiseux. Moi, j'ai une responsabilité de député. Je ne suis pas pour faire ça à mes électeurs. Tellement que j'avais pris, je pense que j'ai démissionné un mercredi ou un jeudi. Puis le mardi suivant, j'étais à l'Assemblée. Puis il y a un journaliste dont je vais taire le nom qui est venu me voir. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Bien, je dis, je suis député, je suis venu représenter mes électeurs. Bien, il dit, voyons donc, vous venez de démissionner comme ministre. J'ai dit, bien oui, mais je n'ai pas démissionné comme député. J'ai un travail à faire, je vais le faire, tu sais. Il n'en revenait pas. Il dit, voyons donc, vous auriez pu rester chez vous un bon bout de temps. J'ai dit, oui, puis faire quoi? Tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas venue en politique pour être ministre. Je n'ai jamais demandé d'être ministre. Tu sais, entre vous et moi, là, je voulais... Mon seul souci, moi, quand je me suis présentée en politique, ça a été m'assurer que dans l'étape de transition, on ne perde pas ce que l'on a acquis comme Québécois, à commencer par moi-même. Et ça, c'est pour la transition que je m'étais impliquée. Et parce que j'étais certaine on réussirait le référendum. Puis je me suis dit, après, là, ça va prendre du monde qui connaît les relations commerciales, les relations internationales, la finance. Ça va prendre du monde pour aller sur le terrain puis dire aux gens, voici ce qu'il y en est, voici combien on vaut, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est pour ça que je me suis présentée en politique. Je n'ai jamais dit, je vais être ministre de je ne sais pas quoi, là. À un moment donné, je l'ai dit dans la poursuite des choses, quand on a eu à discuter de mon avenir. Mais je veux dire... Alors, pour moi, c'était comme... Bien, écoute, bien, là, je ne suis plus ministre du Revenu. Bien non, je ne suis plus ministre du Revenu. Je perds la limousine, puis je perds le salaire, mais ouais, puis, tu sais, pas la fin du monde. Moi, quand je me suis présentée en politique, j'ai eu une méchante baisse de salaire. Fait que c'était pas... c'était déjà réfléchi, ça, quand je me suis présentée en politique. C'était pas le but, là. Puis d'ailleurs, j'avais toujours dit que je ne ferais jamais de politique à moins d'être autonome financièrement. Indépendante financièrement. Parce que sinon, tu n'es pas capable de faire de politique. Tu es sujet à toutes sortes de tentations. C'est ridicule, là, tu sais. Moi, je me voyais pas me faire écœurer pour des niaiseries, là. Merci, Mme Marcellet. À la prochaine.